Monsieur le Président, secrétaire perpétuel, Nicolas, merci, je dois rencontrer ce mec. Alors, je veux parler aujourd'hui de juste une petite partie de mes recherches qui concernent la détection précoce et efficace du cancer du sein. Dans un premier temps, je veux rappeler quelques chiffres. Dans les pays développés, une femme sur 8 aura un cancer du sein, une tendance qui est à l'os. Par exemple, il y a 20 ans, 25 ans, ça fait une femme sur 12. Actuellement, c'est une femme sur 8. Et actuellement, pour les cancers du sein, ça afflige 23% de tous les cancers des femmes. Et ça prévu prévu d'être 29% en 2030. Et dans les pays développés, en fait, l'incidence maximale, c'est après 60 ans. C'est entre 60 ans et 70 ans. En revanche, il y a un taux de croissance, énormément de croissance dans les pays en voie de développement. Il y a 25 ans, c'était presque inconnu. Il y a 10 ans, il y a 500 000 femmes. Et déjà, il y a 2 ans, il y a presque 900 000 femmes. Et les raisons principales sont les facteurs intrinsiques et extrinsiques, c'est-à-dire pas du tout les génétiques, c'est plutôt le comportement de la vie, etc. Et en revanche, ça touche plutôt surtout les jeunes. Et personne ne connaît pourquoi c'est les jeunes en Asie et les femmes d'un certain âge dans les pays développés. On parle de cancer du sein. Excusez-moi si je fais un petit bande dessinée ici. Il y a plusieurs variétés de cancer du sein. Et on fait une distinction entre non-invasif à gauche, surtout le carcinome canalaire in situ, et à droite, le carcinome canalaire invasif qui compte 80% de tous les cancers du sein. La chose qui est commune entre tous les cancers, c'est le diagnostic précoce, c'est le meilleur pronostic. Et c'est pour cette raison qu'on a les programmes européens de dépistage partout en Europe, et surtout avec les mammographies. Et je vais parler tout à l'heure. Et normalement, la Commission européenne propose que la proportion des femmes participantes doit être entre 70 et 75% des éligibles. Actuellement en France, c'est 50,7%. Si on parle par exemple sur un carcinome canalaire in situ, ici on a un petit dessin d'un conduit de lait du sein normal. Ici on a le passage du lait. Après quelques mutations produisant les cellules cancéreuses, ça reste néanmoins dans le conduit de lait, mais après du temps, on a un carcinome invasif où les cellules qui sortent et peut-être à la limite dans le système lymphatique. Et ici, à droite, on a le CCIS. Le symptôme principal, c'est les microcalcifications. C'est difficile à voir, mais si je fais une magnification comme ça, tu peux voir ici les petits morceaux, soit de calcium, soit de magnésium. Et on peut avoir, les détections automatiques avec un système que je vais discuter tout à l'heure. C'est important qu'on rappelle que les microcalcifications sont soit difficiles, soit impossibles à détecter sur les IRM ou sur les ultrasons, mais ils sont largement visibles sur les mammographies. En fait, c'est la raison principale pour l'utilisation de mammographie, parce que ça, c'est le signe le plus précoce au niveau des radiologues. En revanche, si on considère le carcinome canalaire invasif, ici, vous pouvez voir ici, par exemple, une tumeur qui est également peut être détectée automatiquement au départ des mammographies. Voilà, ça c'est... Ici, je parle de dépistage mammographique. Le taux de survie des femmes avec CCIS
Actuellement, c'est supérieur à 94%. C'est important, c'est un chiffre important parce qu'il y a 30 ans, c'est presque la mort. Si on a un diagnostic d'un cancer du sein. Actuellement, 94%. Le taux de survie sur 15 ans avec un carcinome invasif dépend sur le diamètre du tumeur. Si c'est moins de 1 cm, ça reste avec un taux de survie entre 90 et 92%. Mais si c'est déjà 2 cm, le taux de survie tombe jusqu'à 75%. Encore, le plus tôt le diagnostic, le meilleur le pronostic. Au Royaume-Uni, on a une participation de dépistage qui a conduit à une réduction de la mortalité de 39%. Et si, chez les femmes qui ont participé pendant les 3 ans avant le diagnostic, c'est une réduction de mortalité de 60%. Mais, néanmoins, les tels chiffres, les doutes persistent sur l'efficacité pour les femmes. Par exemple, pour les femmes préménopause, qui est définie par le gouvernement d'une femme de moins de 50 ans. Et un problème, c'est le surdiagnostic, c'est-à-dire la détection des tumeurs qui sont dites sans conséquence, c'est-à-dire ça reste pendant toute la vie d'une femme et il n'y a aucun besoin d'un traitement. Donc, on avait, il y a un an, en France, une grande consultation citoyenne qui a fait un appel pour un dépistage qui est personnalisé et stratifié. C'est ça que je vais parler tout à l'heure. Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison de base pour les doutes, le surdiagnostic, etc. Une fois qu'une femme passe la ménopause, on a un processus qui est involution. Involution normale, le tissu dit stromal, c'est-à-dire le tissu dense, change, transforme dans la matière graisse. La matière graisse est transparente au rayon X, qui est la mammographie. Et c'est pour cette raison-là qu'on utilise les mammographies. Dans l'involution normale, les tumeurs sont visibles, les détections c'est facile, et les mammographies sont efficaces dans 98% des cas. Mais il y a un problème. 40% des femmes ont des seins dites denses après la ménopause et qui est une involution dite anormale. Les mammographies sont efficaces que dans 48% des cas avec les seins dites denses. Et on a, comme disent nos cousins américains, un orage parfait, c'est-à-dire un risque élevé. Le risque de cancer augmente par à peu près 6 ou 9 fois et il y a un échec de détection parce que c'est difficile de voir un tumeur dans une sonde dense. Donc, conclusion scientifique, le calcul de la densité des seins est clé. Mais c'est pour cette raison qu'on a les lois Density Aware aux États-Unis, actuellement dans 29 des 50 États. Et l'inspiration, c'est mon cher ami Nancy Capello, ici pendant son cancer du sein. Et elle a organisé un groupe de pression qui a motivé ces lois Density Aware dans tous les États. Donc, les femmes souhaitent les telles lois et les radiologues croient qu'ils puissent faire des évaluations précises. Mais, en fait, ils ne peuvent pas. Ici, une étude, il y en a beaucoup. Mais c'est une étude de Bruce Sprague dans les Annales de médecine il y a 2 ans. On a 83 radiologues de 3 centres d'imagerie. Chaque radiologue lisait plus de 500 images avec une inclusion totale de 145 000 femmes. Et il y a une seule question. Est-ce que cette scène est dense, oui ou non? Ici, on a la proportion des mammographies dites soit très dense, soit dense hétérogène.
etc., jusqu'à presque Grèce. Et ici, on a les radiologues, 1 sur 83, et la gamme des avis des radiologues est en variation entre 6,3% et 84,5%. Dans les centres académiques, on a entre 20 et 67%. C'est frappant, quoi. Et ils disent, Bruce, il a dit, la dernière remarque dans l'article, nos résultats fournissent des preuves du besoin des mesures quantitatives de la densité des scènes. C'est ça que j'ai fait des collaborations fortes avec mon cher collègue Nicolas Ayache. Ici, c'est le problème fondamental. On a 2 images ici, 2 mammographies ici. Et 2 des radiologues britanniques les plus expérimentés, bien sûr un de Cambridge, ont évalué les 2 mammographies avant d'estimer le pourcentage de matière dense. Et BK, ici, elle a estimé 25%, et TLS, qui est plus senior, elle a estimé 40%. Mais, bien qu'il soit le même sein, les 2 images sont prises avec un délai de 2 minutes. C'est le même sein. Et pourquoi? C'est parce que l'image à gauche avait un double dosage des rayons X par rapport à ceux à droite. Et c'est pour ça que pendant les années 90, que j'ai fait une modélisation mathématique, dont Nicolas a parlé tout à l'heure, sur la formation physique de mammographie, avec les propriétés connues, la tube à rayons X, avec la radiation incidente sur la plaque supérieure, etc., avec un spectre un tube des rayons X, etc. Et enfin, on a ici l'énergie qu'on mesure. Ici, c'est le contenu du sein. Et en fait, on a ça, on connaît les constantes ici, il faut qu'on se résulte pour ça. Et donc, la modélisation, si on prend un pixel, une petite colonne mince ici, et disons H majuscule, la séparation entre les plaques, et ici H fat, désolé pour l'anglais, la matière graisse dans cette colonne mince, et H int pour H fat. Ralph Einem et moi, nous avons écrit une monographie en démontrant qu'on peut estimer avec précision H int. Et on a essayé de donner les logiciels en grande société, ils ont refusé de l'accepter parce que nous sommes des idiots universitaires. Donc, j'ai lancé une boîte et pendant les derniers 6 ans, on a analysé plus de 10 millions de mammogrammes. Et ici, on a le dosage de radiation personnalisée, la pression appliquée au sein, et ici le pourcentage densité. Et comme ça, on peut avoir un dépistage personnalisé stratifié, comme a fait un appel pour la consultation citoyenne. On prend une mammographie avec une analyse par notre logiciel. Si c'est moins dense, surveillance avec une mammographie numérique. Sinon, c'est à la radio pour sélection entre soit IRM, soit tomosynthèse, soit ultrason, etc. On a fait une comparaison de densité avec IRM et avec une corrélation supérieure de 0,93. Et jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 220 essais cliniques qui soutiennent l'estimation quantitative de densité par notre méthode. Et on a fait, par exemple ici, la même femme, 2 ans consécutifs, 1 an, par exemple, sur un hologique, un cilinéaire hologique, et l'année l'année suivante avec un GE essential ou l'inverse. Et ici, on a une corrélation encore supérieure de 91%. Comme ça, on peut avoir, par exemple ici, cette image pendant 8 ans de la même femme, Hologic Siemens, GE, Hologic. Et ici, sur le panneau inférieur, le cas de densité, quand nous avons fait le calcul. Et ici, on peut prendre l'âge de la femme
contre la pourcent densité. Et vous pouvez voir clairement là la évolution personnalisée pour cette femme. Et on a fait des essais ethnographiques, etc. Je vais passer dans les derniers petits moments pour une aide décisionnelle j'ai fait avec mes collègues Nicolas Kassemeyer à Nijmegen, aux Pays-Bas, et Karl Everts de Bremen, en Allemagne. C'est une bonne collaboration européenne. Et, juste pour dire, je déteste Brexit. Et je vais... Excusez-moi, je suis incapable de rester en place. Excusez-moi. C'est une maladie. Et ici, on a créé une aide décisionnelle. Et ici, pendant je vais parler tout à l'heure, ici, on a un diamant. Lorsque le diamant est illuminé, le système a détecté les microcalcifications. Mais c'est la radio qui demande, s'il demande ou pas, si elle veut connaître où sont les microcalcifications détectées par le système. Et le cercle, lorsqu'il est illuminé, le système a détecté une tumeur, une masse. Et ici, on a un score encore volontaire de la radiologue et dans le score screen point qui est la probabilité d'une tumeur. Donc ici, on a créé ce logiciel au départ d'un apprentissage automatique avec une base de données de 360 000 images, chacun avec une interprétation radiologue des Pays-Bas. Ici, on regarde Hologic, GE et Siemens. Il n'y a aucune différence sur la sensitivité, c'est-à-dire les vrais positifs, et ici, les faux positifs. Et on peut faire une comparaison avec le système Transpara que nous avons créé contre les radiologues et les radiologues certifiés, les radiologues de l'université Radboud à Nijmegen et de notre logiciel Transpara. Et en fait, on approche déjà le niveau d'un radiologue moyen, c'est-à-dire avec entre 5 et 10 ans expérimentés. Plus important, c'est que si on regarde les résultats, ici on a 12 radiologues. Le premier colonne, c'est les radiologues seuls. Ici, c'est radiologue avec une détection automatique, un système de CAD. Et le troisième colonne, en gris, c'est avec notre système Transpara. La chose le plus importante, c'est que les colonnes gris ici sont relativement égales. C'est-à-dire, on peut, avec l'aide décisionnelle de Transpara, la réduction de variabilité de détection par radiologue. Ça, c'est la chose peut-être la plus importante. Et aussi, nous sommes en train actuellement avec les systèmes de dépistage en Danemark, en Suède, en Norvège, Pays-Bas et en Grande-Bretagne, de faire la question suivante. Vous pouvez rappeler que chaque mammographie a un score Transpara, entre 1 et 10. 10, c'est une probabilité très très haute qu'il y a un cancer, soit un cancer, soit une microcalcification. Ceux qui descendent à 1, où à la vie de notre système, on n'a aucune probabilité d'un cancer. Si on regarde le score de Transpara, et ici, on regarde le pourcentage des tumeurs dans la pratique, on peut voir, si on divise entre inférieur à un score de 5, on a 0,7 cancers per 1000 femmes. En revanche, ici, on a 11,2. Donc, le dépistage en Europe nécessite, par la loi, une double indépendante lecture, mais ça coûte des frais importants de temps et de finances, et il y a un manque de radiologues spécialisés en mammographie en Europe. Donc, on pose la question, est-ce que la lecture unique
d'un radiologue plus aide décisionnelle de transport soit acceptable. Et c'est ça qu'on fait des essais pendant plusieurs pays en Europe actuellement. Un dernier petit mot. Les mammographies sont principalement, intrinsiquement, projection. On a une projection 2D d'un sein qui est intrinsiquement 3D, trois-dimensionnel. Donc, les derniers 10 ans, il y a des développements, par exemple, de GE ici à Buc, des systèmes qui peuvent prendre des images dans plusieurs directions avec un dosage rayon X qui est total à peu près égal d'une mammographie normale. Mais comme le système stéréo de vision, dans la vision humaine, on peut faire une combinaison de tous les clichés séparés ici pour faire une analyse des tranches, c'est-à-dire une analyse 3D. Ici, on peut avoir, j'ai fait un film d'une série de tranches qui peut faire une analyse trois-dimensionnelle du sein. Et comme ça, on espère qu'on a une réduction de masquage causé par le chevauchement d'une analyse 2D. Ici, on a une tomosynthèse. Et si je peux, ici, attends, merde, excuse-moi, non, je cherche le seuil, bon, ça marche. Vous pouvez voir là une tumeur. Donc, on a ici, donc la bonne nouvelle, on a une analyse trois-dimensionnelle. La mauvaise nouvelle, ça prend du temps. Ça prend du temps de radiologue. Donc, on a créé un système, une analyse automatique qui, au départ de ça, fait detection, selection automatique de la tranche la plus intéressante, en ce cas-là, avec le tumeur. Et comme ça, on fait une sélection automatique de la tranche dite clé, ou les tranches clés. Voilà, Monsieur le Président. Quelques conclusions. Je pense que les mammographies jouent et joueront un rôle clé dans la bataille contre le cancer du sein. L'estimation de densité est très importante. On a fait un petit pas dans cette direction-là. Le dépistage personnalisé et stratifié est déjà possible et en fait, c'est déjà la norme aux États-Unis. Il existe déjà les aides décisionnelles avec un niveau de performance qui est pas mal. Mais la mammographie n'est qu'une illustration d'une analyse quantitative des images. C'est comme ça, je te fais des travaux sur le foie, avec le cœur, etc., et en combinaison avec mon collègue Nicolas. Dans l'avenir, je pense, on va voir la combinaison des analyses, comme j'ai dit. J'ai discuté avec biologie moléculaire et avec approchage automatique, ce qui a déjà le nom radiomics. Et nous sommes en train à l'Université d'Oxford de mettre en place des analyses radiomiques. Mais pour avoir les résultats de ça, il faut que je sois invité pour une deuxième fois. Monsieur le Président, je vous laisse. Merci beaucoup, Michael, pour cet extraordinaire exposé. Je pense qu'on a tous été captivés et à la fois très intéressés. Merci, et merci aussi d'avoir utilisé le français. On va passer aux questions, on va vous poser des questions. Donc, qui veut commencer? Oui, Gérard. Oui, il y a en ce moment pas mal de compétitions sur les systèmes de deep learning, en particulier sur ça, les thérapixels, des choses comme ça. Comment tu vois l'avenir de ces méthodes qui sont relativement différentes? Ok, donc la question Ah oui, excusez-moi. Il y a des gens qui plaignent jamais de moi. Ok, c'est bon? Ok. Donc, Gérard a posé une question sur l'apprentissage deep learning. Et il y a, je pense, Gérard, il y a 10 ans, il y a 8 ans, en fait, il y a énormément de compétition entre les algorithmes, par exemple,
les choses comme TensorFlow, les choses de café, etc. Mais en fait, on a réalisé plus en plus qu'en fait, la chose la plus nécessaire, c'est la base de données. C'est-à-dire, une base de données, comme j'ai souligné le fait que pour notre chose transparente, on avait 360 000 images, tous notées, tous marquées par un radiologue. Et c'est ça qui est le en fait, la différence entre deep learning par café ou par TensorFlow, ça fait presque, la différence c'est presque rien. C'est les données. Ouais. Je peux poser une question? Oui. Ouais. Donc, il y a aussi un autre facteur qui joue sur l'interprétation des images, c'est que selon l'origine des femmes, la complexité n'est pas la même. La femme européenne, la femme asiatique, japonaise en particulier, la femme africaine, la densité est complètement différente, la taille du sein est complètement différente, et j'ai l'impression que la qualité des diagnostics et peut-être la méthode utilisée entre mammographie, échographie et IRM peut-être dépendre de la femme. Donc je pense qu'il faut tenir compte aussi dans l'analyse. Absolument, je suis 100% d'accord avec ça. Mais en fait, c'est une chose intéressante. En fait, le croissant le plus rapide en ce moment, c'est en Afrique. Et en Afrique, en fait, normalement, les femmes ont les seins plutôt matière grasse, et donc les mammographies sont presque parfaites pour les femmes en Afrique. Mais en revanche, en Asie, il y a 12 ans, en fait, les femmes sont très denses, relativement petites, je parle à la moyenne, relativement petites, relativement denses, et donc on a utilisé les ultrasons, c'est-à-dire le whole breast ultrason. Mais c'est remarquable que la taille des seins en Chine a augmenté plus qu'ils ont mangé le diète européenne et américaine, surtout américaine. Donc l'ennemi, c'est les Big Macs et les Coca-Cola. Toujours. Voilà. Ah, sûr. Oui, Daniel Louvard. Oui, très bien. Justement, sur le dernier point que tu soulignes, sur le dernier point de ta conclusion, est-ce qu'on dispose déjà d'informations concernant les corrélations ou les comparaisons avec les données d'imagerie et la classification moléculaire des différents types de tumeurs, et en particulier le fameux triple négatif? Et après, deuxième partie de ma question, qu'en est-il des femmes jeunes pour lesquelles l'incidence dans les pays européens et ailleurs augmente, où les seins sont très denses? Ok, donc il y a deux parties de la question. La deuxième partie, on avance. En fait, la plupart des cancers du sein ne sont pas liés à la génétique, comme à notre connaissance actuelle. Peut-être 10 ans après, on change. Peut-être 10 ans, on change la vie parce qu'on découvre plus en plus avec le cancer, surtout avec la biologie moléculaire du cancer. Mais la plupart, pour l'instant, sont dites pas génétiques. Sauf pour, par exemple, les mutations de HER2 ou de BRCA. Et en ce cas-là, pour les jeunes femmes, mammographie n'était jamais démontré l'efficacité, et c'est pour ça qu'on utilise les IRM. Et enfin, dans le Royaume-Uni, on fait pour les telles femmes qui sont risque élevé, en fait, pour eux, on utilise les IRM annuaires. Sur la première partie de la question, le problème profond, c'est avec la biologie moléculaire, avec les biomarqueurs. Le biomarqueur, on a une taille inférieure de 1 micron. Mais pour les images dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les images avec une taille 1 mm,
millimètre, c'est petit, mais ça fait 3 ordres de magnitude entre les deux. Et jusqu'à nos jours, c'est difficile de faire la liaison. Et on espère, avec, par exemple, le développement et les développements très rapides avec pathologie dite numérique, et aussi avec l'apprentissage, avec les grandes bases de données, on peut franchir cette chasme. Mais à nos jours, il reste un grand chasme entre les deux. Mais c'est un problème, c'est un chasme qui est un chasme d'échantillonnage. C'est ça. Pierre Corvol, juste ici. Là. Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir, si on fait un suivi longitudinal de mammographie, est-ce qu'on peut apprendre d'autres choses que juste avec un cliché qui est à tenter? Est-ce qu'il y a des différences de progression quand vous reprenez vos images qui sont instructives? Ouais. Donc, la question, c'est pour... on fait la progression. À nos jours, il n'existe pas une modélisation scientifique de la progression dite normale. Donc, la progression dite anormale. Et c'est bonne nouvelle, je reste jeune. C'est une de mes tâches le plus important pour la boîte. Et en fait, j'ai enlevé un diapositive qui fait une comparaison avec les femmes de Toronto, de Nijmegen, de Auckland, en Nouvelle-Zélande, et les femmes en North Carolina, aux États-Unis. Et on a les mêmes trajectoires, sauf pour les femmes en North Carolina. Je ne sais pas pourquoi. Sauf, c'est les femmes qui travaillent principalement dans les grandes fermes de tabac. Personne ne sait pourquoi il y a une grande différence. Mais il y a une différence profonde entre les deux. Je ne sais pas pourquoi. C'est la science, hein? Oui, dans votre deuxième projection, je crois, vous présentez les deux formes de cancer du sein. J'ai vu que vous avez mentionné en bas maladie de Paget. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a un lien, ou comment vous pouvez m'expliciter un petit peu? En fait, j'hésite. Donc, la question, c'est sur la maladie de Paget. En fait, j'hésitais si je dois enlever ou pas. Si on est étudiant de la médecine, de médecine, on a toujours la maladie de Paget. En fait, c'est juste après l'auréole, ici, on a cette maladie. C'est tellement rare, mais en fait, j'ai inclus sur le diapositive pour une seule raison. C'est ni inversif, ni non invasif. En tout cas, c'est pas dans les conduits de lait. Et j'ai voulu dire simplement qu'il y a des cancers qui sont pas liés aux conduits de lait. C'est que ça. Mais j'étais comme ça. Pierre Ancrenaz. Oui, c'est effectivement un exposé tout à fait remarquable. Est-ce qu'il y a d'autres tissus biologiques auxquels vous pourriez appliquer cette méthode? On pense par exemple aux polypes dans le cancer de l'intestin ou bien au cancer de la prostate. Est-ce que vous avez une planification pour de tels cancers aussi? Ouais. La réponse en bref, oui. En fait, il y a, comme a dit Nicolas, il est très gentil, mais quand j'ai lancé cette étude dans les années 90, la plupart des scientifiques avaient l'impression que je suis fou. En fait, ça reste l'avis de la plupart des scientifiques. Mais à l'époque, surtout pour ça, en fait, l'idée de baser une analyse de la maladie sur l'acquisition physique était une nouveauté.
Et actuellement, c'est l'orthodoxie. Et en fait, il y a énormément, par exemple, comme vous avez dit, pour le prostate, pour les polypes, au départ des tomographies, sur les IRM, sur le cerveau. Non. Actuellement, c'est absolument de rigueur. On fait, on base et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est en ce moment, en fait, on a changé la voie en direction d'apprentissage automatique en disant, c'est plus nécessaire. On peut relier sur l'apprentissage et bon. Et c'est absolument certain, 100% certain que 5 ans, 10 ans après, on va refaire le même rue. Ils vont découvrir les grands avantages d'avoir une modélisation physique avec apprentissage automatique. Et en fait, c'est ça que nous faisons avec Transpara en Pays-Bas. C'est le cycle de la science, quoi. Il y a beaucoup de scientifiques ici qui pensent que la modélisation physique est très importante pour interpréter des images. Je pense que ça, c'est... C'est une des raisons que je suis si fier d'être membre élu. Ici. Très bien. Je pense qu'on a bien posé des questions. Je crois qu'on aura... Oui, Guylain, une dernière question, là. Oui, je ne suis pas du tout médecin, mais je voudrais savoir si, pour le cancer du sein, la biopsie est une façon d'avoir un diagnostic sûr et facile. Ok, donc c'est une question sur les biopsies. Le micro. Ah oui. Ah oui. Oui, donc pour le cancer du sein, les biopsies restent comme le ground truth, le terrain doré, la vérité. Je suis jamais convaincu. Jamais convaincu. Par exemple, je fais énormément de mes recherches sur le foie et surtout sur la stéatohépatite. Et en fait, jusqu'à nos jours, la vérité, c'est un échantillonnage par biopsie. Un échantillonnage, 1 sur 50 000 du foie. Donc on a... Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, je ne prends même pas tout. Donc, je pense que la biopsie avec la pathologie numérique sera en fait, c'est un grand avenir pendant les 10 ans qui viennent. Et parce que, en fait, les images sont si variées, que si texturées. C'était difficile avec nos techniques développées dans le traitement d'image médical pour les utiliser pour la pathologie numérique. Mais avec l'ère de apprentissage automatique, on a changé. Et il existe déjà des systèmes, et je peux vous envoyer quelques exemplaires des systèmes qui sont très encourageants. Mais sur les petits pas, il reste une grande voie à promener. Merci beaucoup.